Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je jase avec Saskia Vulpian. Allô Saskia? Salut, Lauriane, ça va? Ça va très bien, très contente de parler avec toi aujourd'hui. Donc, on va parler de différentes choses, mais on va jaser surtout autour de tout ce qui est la charge mentale, l'organisation, la pratique professionnelle, comment mettre des limites, comment gérer tout ça, dans le fond. C'est ton expertise, ben, tes expertises, je vais dire ça comme ça. Ouais. On va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Saskia, est-ce que tu peux nous dire, là, on jasait un petit peu avant d'enregistrer, donc, tu es orthophoniste, mais tu pratiques plus actuellement, tu vas plus accompagner des orthophonistes dans leur pratique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton parcours, comment tu en es venu à coacher des orthophonistes, en fait, les accompagner? Oui, alors tout simplement, donc moi j'ai terminé la fac, comme tout le monde, j'ai commencé à travailler en cabinet. Bon, il y a des personnes qui travaillent en salariat aussi, mais moi j'ai commencé par du cabinet. Et puis j'ai travaillé pendant 4 ans ou 5 ans, jusqu'à ce que j'ai tout simplement un problème de local. J'avais pas du tout pour projet de me reconvertir, de changer d'activité, de faire de l'entrepreneuriat. Juste le local ne me convenait pas, il n'y avait pas de fenêtre, ça me dérangeait un peu. Et j'arrivais pas à trouver d'autres locaux. Et je me suis dit, bon, allez, là, vraiment, je supporte plus de plus avoir de fenêtre. J'arrête et on verra comment ça se passe pour la suite. Et puis, petit à petit, pendant ces quelques mois de pause, j'ai des projets qui sont venus. J'ai commencé à écrire des livres. J'ai commencé à monter une formation pour les orthophonistes sur le bien-être des orthophonistes qui s'appelait Orthozen avec une collègue psychologue, Amélina Ugidos. Et voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à développer des activités entrepreneuriales. C'était pas prévu, c'était pas mon projet de départ, mais voilà, des petites choses qui se sont rajoutées les unes après les autres. J'ai refait une année de salariat quand même. Enfin, j'ai fait une année de salariat en orthophonie 2 ans après avoir fermé mon cabinet en me disant, on va quand même voir ce que ça donne le salariat, même si je connaissais quand même mon caractère et je savais que la valeur liberté était très importante pour moi et que donc en salariat, ça allait être un peu compliqué. Mais je me suis dit, on va tenter quand même. Donc, j'ai tenté l'aventure pendant un peu moins d'1 an, de septembre à juin. Et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé le salariat. Après, ça s'est bien passé sur place, mais j'ai pas aimé le salariat. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'ai adoré cette année ou ces 2 années d'entrepreneuriat, là, où j'étais sur plein de petits projets en même temps. En même temps, c'était pas hyper bien construit, pas hyper bien pensé, même si je gagnais correctement ma vie, mais voilà, il n'y avait pas trop de stratégie, pas trop de réflexion. Je me suis dit, voilà, si je décide là après ce salariat de continuer l'entrepreneuriat, il faut que ce soit plus cadré. Il faut vraiment que ça génère un revenu. Il faut que ce soit pas comme j'ai été jusqu'à maintenant en me disant, on verra, on tente des petits trucs. Voilà, je me mettais pas trop la pression parce que je me disais, je vais reprendre l'orthophonie. Ouais. Mais j'ai pris tellement goût, en fait, à travailler de chez moi, à être 100% libre de mon emploi du temps, à prendre des vacances quand je voulais, à cravacher quand je voulais cravacher et travailler moins quand je voulais travailler moins. J'ai tellement pris goût à ça que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de retourner dans mon cabinet? Et la réponse, elle a été non à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans de l'entrepreneuriat un peu plus structuré. Donc, c'est là où je me suis formée au coaching professionnel. Donc, j'ai fait une formation en coaching. Et j'ai commencé à coacher d'abord des femmes. C'était pas pour les orthophonistes, c'était d'abord des femmes. J'étais très attirée par le monde du développement personnel, par l'épanouissement des femmes, la confiance en soi, la libération de la femme. C'est des sujets qui m'animent depuis très longtemps. Et donc, j'ai commencé à coacher d'abord les femmes. Et vraiment, j'étais sortie du monde de l'orthophonie en me disant, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, la plupart de mes clientes en coaching, c'était des orthophonistes. Un peu ce que tu me disais tout à l'heure, que voilà, toi, la plupart des personnes qui te suivent sont aussi des orthophonistes parce que tu es orthophoniste, donc ça attire ce public-là. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, peut-être 3 ans. Je suis pas très, très bonne sur la temporalité, mais voilà, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai découvert l'outil Notion. Je sais pas si tu connais, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais je sais pas si tu connais, ouais. Oui. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet outil digital. Moi, je suis très outils digitaux depuis toujours, depuis toute petite. J'adore les ordinateurs. J'ai très vite appris à taper à l'ordinateur. À la fac, à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas très courants. J'étais une des premières à avoir les ordinateurs dans l'amphithéâtre. J'ai toujours été très attirée par ce petit monde comme ça de l'informatique. Et je découvre Notion et je me dis, mais waouh, cet outil est incroyable. Il faut que je fasse une formation dessus pour apprendre à mes clientes à l'utiliser pour leur organisation au quotidien, pour faire baisser la charge mentale du quotidien et aussi pour faire du développement personnel dedans.
Donc, j'ai créé une formation comme ça pour les particuliers, les particulières. Et puis, dans les personnes qui ont acheté cette formation, il y avait des orthophonistes qui m'ont dit, mais Saskia, il faut absolument que tu fasses ça pour les orthophonistes, pour qu'elles Mhm. s'organisent dans leur quotidien, qu'elles fassent baisser la charge mentale dans leur quotidien. Au début, j'ai dit non pour différentes raisons. Et puis, à force d'avoir des sollicitations, je me suis dit, bon, il y a de la demande, pourquoi pas? Donc, Mhm. en 2023, j'ai créé une formation pour les orthophonistes. Donc, je suis revenue dans le monde de l'orthophonie, mais différemment, toujours sans Mhm. pratiquer l'orthophonie, mais en accompagnant des collègues pour lesquels je connais parfaitement les problématiques qu'elles rencontrent, la charge mentale qu'elles ont, puisque même si j'ai arrêté de pratiquer depuis plusieurs années, c'est comme si j'avais fermé mon cabinet hier. Mhm. Pas sur l'aspect clinique. Sur l'aspect clinique, j'avoue que voilà, je me sens clairement larguée maintenant. Si je devais reprendre l'orthophonie, il faudrait que je refasse un peu des formations, que je me replonge un peu dans les contenus cliniques. Mais sur l'aspect extra-clinique, voilà, c'est vraiment comme si j'avais quitté hier. Et donc, voilà, j'ai créé une formation pour apprendre à utiliser Notion pour les orthophonistes. Et j'ai créé ce que j'appelle une cabine de pilotage pour aider les orthophonistes à s'organiser dans leur quotidien et à faire baisser leur charge mentale. Donc, voilà comment je suis arrivée petit à petit Mhm. à créer, du coup, Extra Ortho, qui est ma page Instagram, où j'accompagne les orthophonistes pour tout ce qui est extra-clinique dans leur quotidien pour les aider à faire baisser leur charge mentale. Mhm. Voilà. C'est vraiment super intéressant. Puis, tu sais, justement, tu parles beaucoup de charge mentale. Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, est-ce que la charge mentale comme orthophoniste, comme professionnelle, elle est plus grande que d'autres personnes ou tout le monde? Tu sais, j'essaie de voir un petit peu, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, Mm. à gérer, à penser. On est en plus en relation d'aide. Fait qu'il y a plein de choses. Oui. Fait que, dans le fond, c'est ça, la charge mentale, est-ce que tu as l'impression qu'elle est plus grande peut-être que dans d'autres domaines quand on est en relation Alors, d'aide? par exemple, en comparant pardon, avec un milieu que je connais bien, qui est le milieu de la dentisterie. Mhm. Mon mari et mon conjoint est dentiste et donc je gravite beaucoup. Il y a beaucoup de dentistes qui gravitent autour de moi. Ouais. C'est un métier qui, en France en tout cas, et il me semble que au Québec aussi, au Mhm. Canada de manière générale aussi, c'est un métier où ils gagnent très bien leur vie. Mhm. Et donc, le niveau de rémunération leur permet d'avoir assistant, secrétaire, assistante, secrétaire, Mhm. qui les aide à déléguer plein de choses et donc faire baisser une partie de la charge mentale. Alors, pas tous les dentistes arrivent à déléguer facilement, mais je vois notamment mon conjoint, il délègue très facilement plein de tâches à ses assistantes et au secrétariat de manière générale. Et donc, du coup, au niveau du port de la charge mentale, il y a des choses, évidemment, on reste des professionnels et des pros de santé, il y a beaucoup de choses à gérer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne gèrent plus du tout, comme l'encaissement, les problèmes de carte vitale, la gestion des rendez-vous, Mhm. la gestion des absences, enfin des choses qui sont assez pesantes pour Mhm. les orthophonistes. Donc déjà, il y a cette première chose-là, c'est que il n'y a pas un seul type de pro de santé. Il y a ceux qui gagnent suffisamment pour pouvoir déléguer certaines choses, et il y a ceux et celles qui ne gagnent pas suffisamment et qui ne peuvent pas déléguer, qui font tout elles-mêmes ou tout eux-mêmes. Mhm. Les orthophonistes en France, en tout cas, font partie de ces publics-là où on ne gagne pas suffisamment pour pouvoir embaucher quelqu'un, même à temps partiel, et donc on doit tout gérer au cabinet. Mhm. Évidemment, les aspects cliniques, c'est normal, c'est le cœur du métier, mais aussi les aspects extra-cliniques, donc gestion de planning, de rendez-vous, des absences, des paiements, rangement de la salle d'attente, ménage, faire la police, enfin voilà, on gère Mhm. absolument tout. Et pour moi, c'est ça qui fait que les orthophonistes ont une très grosse charge mentale. Ouais. Il y a quand même une deuxième chose que je voudrais rajouter. 96%, je crois 96,8% des femmes en France, des orthophonistes en France sont des femmes. Je sais pas comment ça se passe au Québec. Je sais pas les chiffres exacts, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ok. Ouais. Et donc, il y a cette espèce de composante où quand même la femme, encore aujourd'hui, même si ça va mieux, Mhm. porte une majorité de la charge mentale au foyer. Et donc, on se retrouve avec des professionnels de santé qui gèrent une grosse charge mentale à la Mhm. maison et qui gèrent une grosse charge mentale au cabinet, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, tout ça, ça fait trop. Mhm. Et donc, évidemment, il faudrait travailler à faire baisser la charge mentale à la maison en Mhm. faisant davantage participer le conjoint, la conjointe, pour faire en sorte que la répartition soit mieux faite. Et on peut aussi travailler pour faire en sorte de faire baisser la charge mentale au cabinet en déléguant, entre guillemets, à des outils digitaux comme Notion, mais il peut y avoir Mhm. d'autres outils digitaux, pour faire en sorte de ne pas tout porter, en fait, dans sa tête. Mhm. Oui, définitivement. Puis, en fait, il y a aussi la charge mentale
qui se croisent, qui se rejoignent. Moi, je vois aussi, puis moi, j'ai passé par ce, je vais dire, ce piège, mais cette étape de ma vie où tout était un petit peu mélangé. Donc oui, j'avais plusieurs choses à faire, mais ça m'empiétait à la maison, j'arrivais, j'avais des choses à terminer pour le travail. Donc tout me suivait partout. C'était comme si c'était une grosse charge avec tout mélangé ensemble, puis là, ça devenait comme très, très lourd, là. Ouais. Avec cette idée, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis moi, je le vois beaucoup chez des orthophonistes que j'accompagne d'une manière ou d'une autre, ou dans des discussions qu'on a sur Instagram. Quand tu es au cabinet, tu penses à la charge mentale de la maison en te disant il faut que je pense à appeler pour les enfants, il faut que je prenne rendez-vous pour les vaccins, il faut. Et puis quand tu es à la maison, tu penses à la charge mentale du cabinet en disant il faut que je finisse de rédiger ce compte rendu, il faut que j'appelle ce médecin, il faut que... Donc en fait, tu n'es jamais tranquille en fait. Oui, vraiment. OK. Puis dans le fond, est-ce que pour toi, la diminution, j'imagine, la diminution de cette charge mentale-là, ça passe par l'organisation. Fait que oui, l'utilisation d'outils, mais aussi l'organisation, la gestion, tout ça. C'est pour ça que tu as mis tout ça en place puis que tu accompagnes les gens, j'imagine. Ouais. Alors, je pense que la première chose, et je note pour pas oublier, parce que c'est quelque chose que je peux oublier parfois quand j'en discute. Oui. Je pense que la première chose pour faire baisser la charge mentale, c'est déjà d'enlever. C'est-à-dire, au lieu d'organiser un trop-plein, d'abord enlever ce qui constitue le trop-plein. Donc, il y a des tâches, on n'est pas obligé de se les rajouter. Par exemple, je ne sais pas, une collègue qui aurait sur sa to-do list de reprendre des notes de formation parce qu'elle trouve que les notes qu'elle a prises en formation, c'est pas très propre, elle a envie de faire ça sur des fiches Bristol avec surligné tout ça. Par exemple, ça, c'est pas nécessaire. On sort de l'aspect scolaire, bien propre, perfectionniste, on enlève ça de sa to-do list. À la limite, on prend une feuille, on fait un résumé des 10 points clés à retenir de la formation, des 20 points clés, mais pas reprendre les notes de formation juste pour qu'elles soient jolies, par exemple. Tu vois, ça peut être quelque chose qui pourrait être sur une to-do list d'orthophoniste qui a envie que ce soit propre, joli, et avec ce côté un peu perfectionniste que je retrouve beaucoup chez les orthos. Voilà, donc la première chose à faire pour moi, c'est d'enlever. Donc de regarder sa to-do list et de se demander qu'est-ce qui est nécessaire, indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, on l'enlève. Avec vraiment cette idée de se dire, je m'en fous que ce soit pas parfait. Il vaut mieux que ce soit fait de manière correcte, et puis voilà, c'est OK comme ça. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vois beaucoup d'orthophonistes qui, parfois, veulent organiser leur quotidien pour faire en sorte de rentrer l'équivalent de 26 heures sur 24 dans la journée, et qui, en plus, à travers les outils que je propose, voudraient faire rentrer 28 heures, l'équivalent de 28 heures dans une journée de 24. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'être plus efficace pour en faire encore plus. Et c'est parfois, tu vois, l'écueil, je trouve, de la productivité, un milieu dans lequel je baigne. J'adore, moi, ces questions de productivité, mais on peut vite tomber dans le truc de en faire encore plus et encore plus parce qu'on est plus efficace. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, je prends moins de temps pour faire les mêmes tâches. Pour moi, c'est ça la productivité. Et du coup, le temps que j'ai réussi à dégager, soit effectivement, volontairement, je travaille plus pour gagner plus, parce que c'est une volonté de ma part et je prends plus de patients. Ou alors, c'est du temps libre pour moi, pour me faire du bien, ou pour me former si j'ai envie, ou alors c'est du temps libre pour ma famille, voilà, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est pas de se dire j'en fais encore plus juste pour essayer d'en abattre. Il faut avoir une intention derrière. Si effectivement on a envie de gagner plus d'argent, ben oui, on se rajoute des patients, bien sûr, mais il faut que l'intention soit très claire, en fait, derrière. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être plus productive au cabinet? Donc ça, c'est une notion qui est importante. Donc, on enlève des choses très, très importantes. On se demande pourquoi est-ce qu'on a envie d'être plus organisé, plus productive. Et effectivement, une fois qu'on a fait tout ça, on commence à mieux s'organiser avec des outils d'organisation comme Notion, comme l'ortho-organiseur que je propose pour les orthophonistes, mais ça peut être d'autres outils. Je veux dire, moi, bien sûr, je prêche pour l'outil que j'ai créé parce que, évidemment, j'imagine que c'est un très, très bon outil, sinon je l'aurais pas fait, je l'aurais pas commercialisé. Mais il y a certainement d'autres outils, d'autres plateformes, d'autres outils digitaux qui peuvent être très, très bien. Donc, pour moi, c'est presque la troisième étape, c'est de se demander comment j'organise maintenant que j'ai bien mis au propre tout ce qui me restait à faire, maintenant que mon intention, elle est bien claire sur ce que j'ai envie de faire, sur le temps libre que je vais dégager. Eh bien, comment est-ce que je fais pour organiser tout ce qui reste, en fait? Voilà. Oui, vraiment. Mais je trouve ça super intéressant parce que moi aussi, dans mon approche, souvent, puis j'ai comme aussi un petit outil pour repenser sa pratique, puis la première chose que je leur fais faire, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi je veux dire, l'horaire idéal, mais ton horaire, qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment tu te sentirais mieux, plus légère, puis tout ça. Puis après ça, on va trouver des solutions pour arriver à ça. Et pas comme je pars d'où je suis, puis j'essaie de... c'est ça. Fait que de se prioriser avant, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la notion de créer de la clarté,
Ouais. elle est prioritaire avant d'essayer de trouver un énième outil d'organisation qu'on va mettre en place parce que c'est la chose la plus facile de se rajouter des outils d'organisation, que ce soit du papier, tu vois, ou un outil digital Ouais. ou une application sur son téléphone. Ouais. C'est le plus simple, mais en fait, on va rajouter des outils qu'on utilisera finalement pendant 15 jours et qu'on n'utilisera plus après Ouais. parce qu'on ne sait plus vraiment pourquoi on les utilise, parce qu'ils sont trop complexes, parce qu'on n'a pas en fait mis de la clarté sur ce qu'on avait envie de faire. Donc pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce travail de réflexion en amont, il est pour moi indispensable. Je trouve ça génial que tu le fasses avec les personnes que tu accompagnes. C'est top. Oui, oui. Ben, en fait, je suis passée par là moi-même, tu sais, parce que, puis je parle souvent de ça, moi, je suis une personne hyper, hyper efficace. Donc, je suis capable d'être super, super, super efficace, de faire plein, plein, plein de choses. Mais à un moment donné, il y a aussi ça, il y a aussi un épuisement, une grosse charge mentale qui vient avec, tous mes projets qui s'emboîtent. Fait que, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin pour moi? Puis de me ramener à ça. Puis oui, tu sais, il y a un peu ça aussi au niveau des outils. Des fois, mettre en place un outil, c'est aussi quasiment une charge mentale de plus pour les gens parce que c'est Tout à comme, fait. faut que je mette ça en place, je le connais pas, faut que j'installe, faut que je revoie mes choses. Puis là, c'est comme, ça devient comme quasiment lourd là, d'essayer de Tout s'organiser à différemment. fait, oui. Et c'est quelque chose que je rencontre parfois parce que moi, l'outil de l'organiseur que j'ai créé demande quand même une certaine formation sur Notion. Donc, il y a une partie formation, tout ça. Et parfois, il y en a qui me contactent en disant, je suis en burn-out, mais je vais reprendre normalement dans 2 mois. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Et je dis non, si tu es en burn-out, en fait, non, parce que ça va être une charge supplémentaire, effectivement, d'implémenter un outil d'organisation dans son quotidien. C'est temporairement une charge pour ensuite se dégager du temps et être plus léger. Mais effectivement, sur le court terme, c'est aussi quelque chose à faire et qui se rajoute sur notre to-do list. Donc, il faut le faire quand même à un moment où on a un peu l'espace mental et où on peut se dégager un peu de temps. Si on est dans un espace mental qui est débordé, qu'on est à 2 doigts du burn-out, clairement, c'est pas le moment de faire ça. Il y a d'autres priorités que ça. Clairement, je suis d'accord avec toi. Oui, enlever avant de mettre. Ouais. Tout à fait. Exactement. Ouais, complètement. OK. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de c'est quoi les, justement, en termes d'organisation, de peut-être de gestion, tout ça, c'est quoi les grands défis que tu vois beaucoup chez les personnes qui t'accompagnent? La première chose qui me vient, c'est la question de la priorisation des tâches. OK. Je vois beaucoup, alors que ce soit des orthophonistes ou je te disais, j'accompagnais des clientes avant qui n'étaient pas forcément orthophonistes et qui se retrouvaient avec des to-do list sans priorisation. Donc, quand elles regardaient, elles avaient un peu de temps libre, elles se disaient qu'est-ce que je vais faire? En fait, tu te retrouves avec 20 items, 30 items, 40 items, ça dépend combien de fois tu as voulu rajouter des choses sur ta to-do list et tu sais pas par quoi commencer. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est cette difficulté à prioriser, à se dire c'est quoi en fait, si je devais faire 2 tâches aujourd'hui, ce seraient lesquelles en fait, si je n'avais le temps que d'en faire que 2. Et ça, les orthophonistes, mais de manière générale, les personnes que j'ai accompagnées ont du mal à faire ça et donc elles se retrouvent à procrastiner parce que quand on se retrouve face à une to-do list, qu'elle soit digitale ou papier, avec 20 ou 30 items, en fait, on n'a pas envie. On ne sait pas par quoi commencer. Il y a des tâches, elles sont un peu urgentes, mais on n'a pas trop envie de les faire, on ne sait pas trop. On voit une autre petite tâche qui est moins urgente, mais plus facile à faire, qui génère plus de plaisir chez nous. Donc, on va la faire celle-ci en priorité, alors que ce n'est pas la priorité, en fait. Donc, je pense que le premier écueil, la première chose à aller explorer, c'est d'aller travailler sur c'est quoi ma priorité et comment je fais pour prioriser les tâches, en fait, dans mon outil d'organisation, quel qu'il soit. Et voilà, quelle que soit la méthode qu'on utilise pour prioriser, il faut réfléchir à créer cette priorisation-là. Oui, puis en plus, ça fait aussi, je trouve, un sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose. Parce que quand on a une grande liste, qu'on la regarde, même si on a fait 2 choses, même si c'est 2 choses importantes, on a quand même l'impression qu'il reste tout ça à faire. Puis là, c'est démotivant, c'est décourageant, c'est lourd. Exactement. Et si je devais rajouter une deuxième chose que je vois aussi souvent, si je dérive, enfin je dérive pas, mais n'hésite pas à me dire, mais un truc que je vois souvent et qui est un vrai problème, c'est la difficulté à évaluer la durée d'une tâche. On sous-estime, et ça c'est une vraie, ça a été étudié. J'ai plus le nom du biais cognitif, il me reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est un biais cognitif qui consiste à sous-évaluer de 30% la durée potentielle d'une tâche. Et donc parfois les orthophonistes se disent tiens, je vais faire cette tâche-là, j'ai 10 minutes devant moi, alors qu'en fait elles auraient besoin de 30 minutes pour faire cette tâche. Et donc elles ressentent beaucoup de frustration parce qu'elles n'ont pas réussi à finir la tâche alors qu'elles pensaient réussir à la finir. Et donc je pense qu'il y a aussi un travail d'être plus réaliste sur la manière dont on évalue la durée des tâches. Et c'est pour ça que moi, dans l'outil que j'ai créé, mais qui peut se faire sur du papier, ça marche très très bien aussi, c'est de mettre une évaluation de la durée de la tâche à côté et d'augmenter de 30% cette durée estimée.
pour prendre en compte que ça va certainement nous prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu. Ça nous permet d'être plus réaliste, c'est-à-dire que si tu sais dans ta journée que tu as 10 patients et que du coup, tu as 1 heure et demie de temps libre entre guillemets, en dehors de tes patients, entre gros guillemets, le temps libre, en tout cas de temps extra-clinique, eh bien, ça t'évitera de te mettre 10 tâches tu vois, à réaliser en 7h30, parce que si tu évalues correctement la durée, tu vas te dire, bon, bah là, je vais pouvoir faire ces 2 tâches-là et pas plus, en fait, parce que je n'ai que 1 heure et demie. Donc, ça va limiter la frustration d'avoir l'impression de pas avoir fait grand-chose, alors qu'en fait, tu as fait en fonction du temps que tu avais. Tu ne peux pas avoir 1 heure et demie de temps devant toi et mettre l'équivalent de 4 heures de tâche. Ça ne peut pas rentrer, c'est pas possible. Donc, avoir une meilleure évaluation de la durée des tâches en utilisant cette technique de rajouter 30% systématiquement sur le timing qu'on imaginait, ça peut être une deuxième piste à explorer pour éviter les frustrations. Définitivement. Puis ça permet après ça de réajuster, parce que c'est drôle, j'avais une cliente cette semaine, on regardait son horaire justement. J'étais, mais OK, elle avait ses journées cliniques, puis elle a plein d'autres projets aussi à côté, puis tout ça. Puis j'étais d'accord, mais là, tu as tous tes clients. Où est-ce que tu fais des évaluations? Ou est-ce que tu fais ta rédaction? Elle est où dans tout ça? Puis elle était comme, ben, elle n'est pas vraiment là. Je suis comme, c'est un problème. Eh oui, tout à fait. Ouais, il y a vraiment... Ouais, non, je veux dire de pas mettre dans son emploi du temps des choses qu'il va falloir qu'on fasse, et du coup de se dire, bah, je vais les faire si j'ai un absent, je vais les faire si... Bah, non, ça veut dire qu'on va finir par les faire peut-être le soir, peut-être le week-end, ou qu'on va pas les faire, et que ça va rester en fait dans notre tête comme un poids mental en fait. Et pour moi, c'est ça aussi la charge mentale. C'est bien sûr d'anticiper, de planifier tout ça, mais c'est aussi de garder dans notre tête des tâches qu'il faudrait qu'on fasse, mais dont on ne prévoit pas de temps dans notre emploi du temps pour les réaliser. Et du coup, pour moi, tu vois, ça c'est comme un poids sur les épaules qui fait qu'à un moment donné, quand on rajoute des tâches comme ça, on se dit, oh là là, mais j'ai le temps de rien faire. Bah, tu vois, tu vois, comme moi, là, à la caméra, petit à petit, on disparaît un peu. En fait, c'est de l'épuisement. À un moment donné, bah, on craque. C'est épuisement professionnel, soit temporaire, soit un vrai burn-out qui fait qu'on n'arrive plus à sortir du lit. Donc, il faut être vigilant avec ça, je trouve. Oui, définitivement. Définitivement. OK, super. Puis dans le fond, ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu parles un peu de ton outil, mais qu'est-ce que, je vais dire, comment c'est conçu, ou qu'est-ce que ça permet d'aider ou d'organiser? En gros, là, je sais que ça doit Alors, être... déjà, juste pour situer, pour celles qui connaissent pas, donc Notion, c'est un outil digital créé par une start-up américaine. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est un outil qu'on appelle no-code. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur informaticien pour pouvoir créer des pages à l'intérieur. On peut créer des pages en étant novice. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, n'importe qui peut créer un compte Notion de manière gratuite. Il y a une version gratuite qui est vraiment super, sans avoir besoin de passer par une formation. Ça, c'est quand même important à dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de cet outil digital, j'ai créé des pages, des structures de pages, plein de pages organisées entre elles, pour aider les orthophonistes à organiser leurs pratiques cliniques et extra-cliniques. Elles ont 2 options. Soit elles utilisent l'organisation clinique et extra-clinique, ou elles utilisent qu'un des 2. Si elles utilisent l'organisation clinique, il faut qu'elles fassent attention à anonymiser les données pour faire en sorte qu'elles soient dans les règles. Et du coup, quel est le principe ? C'est qu'elles retrouvent dans cet outil, donc que j'appelle l'ortho-organiseur, la cabine de pilotage pour les orthophonistes, elles retrouvent dans cet outil, on va dire à peu près 80% de ce qui gravite dans leur pratique. Elles retrouvent les séances qu'elles font avec les patients. Elles retrouvent un suivi des paiements qui ont été réalisés, pas réalisés, etc., avec des automatisations qui permettent de calculer le chiffre d'affaires mensuel, qui permettent de calculer l'épargne qu'on pourra mettre de côté. Donc ça, c'est moi qui ai créé toutes ces automatisations. Elles peuvent mettre les notes de formation, elles peuvent répertorier leurs dépenses dedans, elles peuvent calculer les indemnités kilométriques quand on va faire des domiciles. On peut avoir des indemnités qu'on déclare aux impôts, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme page ? Elles peuvent répertorier leur matériel, savoir si elles utilisent beaucoup leur matériel au cabinet ou s'il y a du matériel qu'elles n'utilisent jamais, et à ce moment-là, elles vont pouvoir le vendre. Voilà. En fait, elles peuvent vraiment, évidemment, il y a une to-do list à l'intérieur qui est organisée, qui prend en compte ce biais cognitif dont je te parlais tout à l'heure, ça y est, j'ai retrouvé le nom, qui s'appelle le planning fallacy. Donc, dans la to-do list, j'ai pris en compte un peu tout ce que j'ai partagé aujourd'hui et plein d'autres choses. Donc voilà, l'idée, c'est qu'elles gèrent l'aspect clinique et extra-clinique de leur cabinet à l'intérieur de cette cabine de pilotage où il y a des pages pour gérer à peu près tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de leur cabinet. Donc l'idée, c'est qu'elles arrêtent de s'éparpiller avec plein d'autres outils, parce que c'est un petit peu ce qu'on retrouve et que moi j'ai fait pendant longtemps avant de découvrir Notion.
donc elle limite l'utilisation d'autres outils. Notion étant vraiment un outil de gestion de projet. Et pour moi, en fait, gérer un cabinet, c'est gérer plein de petits projets à l'intérieur, autant les projets individuels de chacun des patients, mais aussi le projet de la gestion financière du cabinet, autant le projet de la gestion des tâches à réaliser dans le cabinet, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans toute la gestion de ce cabinet. Et donc moi, j'ai créé cette structure de page qu'elles téléchargent, prête à l'emploi, directement dans leur espace Notion à elles et qu'elles peuvent utiliser dès demain. Génial. Puis aussi, je sais pas, mais Notion, moi j'ai Notion. Oui, tout le monde dit Notion, il n'y a que moi qui dis Notion. Non, plein d'autres personnes. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même aussi un outil collaboratif, tu sais. Fait que moi, je vais dire, j'ai la chance et le privilège de travailler avec des adjointes qui m'aident beaucoup. Maintenant, plus sur ma charge clinique, mais parce que je fais beaucoup moins de clinique qu'avant, mais quand même, c'est un outil collaboratif. Donc, on a chacun un compte, on est dans les mêmes, justement, dans les mêmes bases de données, dans les mêmes pages. Donc, on peut travailler en équipe dans les mêmes documents, ce qui est aussi très utile et très aidant. Tout à fait. Ça, c'est super. Et puis, du coup, tu vois, sur l'aspect collaboratif, il y a aussi la possibilité de créer des pages de ressources pour les parents et de leur partager ces pages. Oui. Par exemple, je sais qu'il y a une collègue qui a répertorié des podcasts pour les enfants, à destination des enfants. Donc, voilà, elle a mis à disposition une page Notion, une base de données avec la liste de plein de podcasts et rangée en fonction des âges d'écoute. Pareil pour les livres. Donc, ça peut aussi, puisqu'on peut partager des URL de pages, ça peut être aussi un espace de ressources pour les patients qu'on accompagne avec, où dedans, ils peuvent aller piocher, en fait, en fonction de leurs besoins. Donc, ouais. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait, dans l'utilisation de Notion. C'est très riche. C'est un outil très, très riche. Super. Puis un autre petit point que je voulais qu'on aborde, on va dévier un petit peu, mais c'est tout ce qui est en lien, justement, on parle beaucoup de charge mentale, puis je pense que la charge mentale aussi des professionnels, des orthophonistes, va être augmentée par le fait que c'est très difficile, souvent, de mettre un cadre, de mettre ses limites, de dire non, tout ça. Puis je sais que c'est un sujet que tu abordes aussi puis que tu essaies d'aider les personnes avec ça. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ou c'est quoi les enjeux que tu vois par rapport à ça? Parce que moi, je le vois aussi, puis je me dis, mais voyons, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est difficile pour tout le monde de mettre des limites, mais j'ai l'impression que c'est encore plus difficile quand on est en relation d'aide, en relation de soins, tout ça. Tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai ce sentiment-là aussi que c'est plus difficile quand on est dans la relation d'aide parce que on se dit on est là au service du patient on est face à quelqu'un qui est dans une certaine vulnérabilité, plus ou moins en fonction des situations, mais c'est quand même tout le temps des personnes qui viennent avec une problématique plus ou moins importante. Donc voilà, on a envie d'être douce, d'être englobante, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être bienveillante. Donc ça, c'est l'aspect de soins et aussi parce qu'on est toujours 96,8% de femmes et que les femmes, on les a aussi beaucoup éduquées et encore aujourd'hui à être dans le care, à prendre soin d'eux, à être dans le sacrifice. On l'a vu faire chez une partie de nos mères. Et donc, naturellement, on reproduit ce qu'on a vu. Et puis, on a été aussi éduqués comme ça, voilà, de manière un peu caricaturale. On va laisser les petits garçons jouer à la moto, se casser la gueule, être en colère, se taper dessus dans le jardin. Et la petite fille, elle va aider maman à préparer la tarte pour l'après-midi. Je caricature, mais on n'est quand même pas très, très loin d'être encore beaucoup moins maintenant avec les enfants d'aujourd'hui. Mais dans nos générations, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais en tout cas, dans ma génération, en France, c'était encore beaucoup comme ça. Donc, il y a ces deux qui s'associent. Et le côté, je suis une soignante, donc j'ai envie d'être dans la bienveillance et l'écoute. Et puis, je suis une femme aussi, donc je double. Tu vois, on est vraiment sur presque un carré, empathie au carré, qui fait que dire non, dire à un patient que c'est pas ok de nous parler comme ça, de rentrer dans le bureau alors que la porte était fermée, de ne pas payer, voilà, ce que moi j'appelle poser son cadre, eh bien ça devient très compliqué pour certaines professionnelles. Et donc effectivement, moi c'est un sujet qui m'anime énormément, qui m'animait déjà quand j'avais créé il y a plusieurs années Orthozen avec ma collègue psychologue et que j'avais déjà moi expérimenté avant de fermer mon cabinet. Donc ça date un peu. Dans mes tout débuts, j'ai vu que c'était difficile. De recadrer les patients. Il y a des patients qui venaient, ils payaient pas, ils amenaient pas la carte vitale à chaque rendez-vous. Je disais, vous avez pris la carte vitale? Ah non, ah d'accord, bon tant pis, la prochaine fois. Alors que non, je travaille, faut que je sois payée, donc amener la carte vitale pour que je puisse faire passer la carte vitale, le chèque, etc. Et donc j'ai très vite vu que c'était une problématique, moi, dans ma pratique.
Mhm. Et heureusement, entre guillemets, quand j'ai commencé à travailler, moi j'étais déjà un peu plus âgée parce que j'ai fait d'autres études avant l'orthophonie. Mhm. Donc j'ai commencé à travailler, j'avais 27 ans. Mhm. Et contrairement à des collègues qui en avaient 23, ou peut-être qu'à cet âge-là, j'aurais pas eu l'aplomb. J'ai Ouais. commencé dès au bout d'un an et demi de pratique, à commencer voilà, à serrer un peu la vis, à poser mon cadre, à expérimenter un petit peu ça. Et vraiment, avant de quitter mon cabinet, j'avais une posture qui était beaucoup plus tranquille. Je savais dire les choses avec tranquillité, Mhm. avec le sourire, mais le sourire de l'empathie. Et puis, je me suis formée aussi à la communication non violente. Mhm. M'a aussi aidé à travailler sur les formulations, etc. Et effectivement, dès le départ où j'ai créé Extra Ortho, la page Instagram, donc août, ça fait 2 ans, tout juste maintenant, ça a été un sujet que j'ai abordé et que j'aborde encore Mhm. plusieurs fois par mois. On va dire la grande majorité des posts que j'aborde sur Instagram concernent le cadre parce que pour moi, c'est une vraie problématique. Ma newsletter, d'ailleurs, tous les 15 jours, est une analyse d'une situation où une collègue a galéré avec des patients ou des parents de patients et où moi, j'analyse comment est-ce qu'elle aurait pu agir un peu différemment. Mhm. Et j'ai fini par créer une formation à ce sujet pour aider les orthophonistes à créer un cadre de manière vraiment très exhaustive et en créant quelque chose, moi, qui me tient à cœur, mais ça, c'est vraiment en fonction de ma personnalité. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'aime bien cette idée d'être une main de fer dans un gant de velours. Mhm. C'est-à-dire qu'on a la fermeté, Mhm. vraiment, mais en même temps, on sait amener les choses avec tranquillité, avec douceur, parce que pour moi, on est dans un monde du soin, donc on est face à des personnes vulnérables, donc je suis pas là pour te rentrer dedans et tu vois et y aller fort, et en même temps, bah, hyper ferme en fait, hyper Mhm. ferme, tout en étant dans l'empathie, dans le sourire, l'accompagnement, voilà, on peut en fait. C'est ça que j'essaie d'amener dans ma formation qui s'appelle Cadréo, c'est on peut être ferme et bienveillante. Mhm. On peut être ferme et empathique. On peut être une gentille personne et en même temps maintenir son cadre de manière assez Mhm. stricte avec certains patients qui dérapent. Et ça, c'est pour notre bien à nous, en tant Mhm. qu'orthophoniste, mais aussi pour le bien du patient. Parce qu'un cadre qui est malmené, un patient qui vient une séance sur 3, c'est aussi une rééducation, une prise en charge qui ne Mhm. marche pas. Et Mhm. donc, c'est aussi être au service du patient que d'avoir une certaine fermeté dans la manière dont on pose le cadre. En tout cas, c'est la manière dont moi je vois les choses. Oui, tout à fait d'accord. Puis en même temps, quand on le fait pas, ça crée comme une certaine frustration envers même notre patient qui est vraiment pas bon pour la relation thérapeutique et Exactement. envers nous-mêmes. Tu sais, moi, combien de fois aussi, puis encore une fois, moi aussi, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi avec le temps, mais combien de fois je dis oui à justement, à des changements d'horaire, des déplacements, est-ce que tu peux telle affaire? Puis j'étais comme, ah, OK. Mais moi, ça avait un impact sur ma vie à moi, ma vie de famille, ma vie Oui. personnelle. Puis après ça, je regardais mon horaire, je dis, ah, mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit Et oui? Là, ça fait en sorte que je vais aller à la garderie plus tard chercher ma fille. Tout, ça avait vraiment des répercussions dans ma vie. Jusqu'au jour où je me dis, OK, je peux pas prioriser mes patients non. au détriment de moi, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, tu sais, puis il y a comme un déclic, mais c'est difficile, puis même si on a ce déclic-là, puis on se dit, OK, c'est difficile, ben c'est Ça a difficile, c'est pris un beaucoup. apprentissage. Bien sûr, C'est un apprentissage. tout à fait. Moi, je dis, dans la formation d'ailleurs, je dis c'est une compétence à Oui. développer. Mhm. Alors, il y en a qui l'ont plus ou moins naturellement parce que Ouais. on leur a appris depuis qu'elles sont petites à poser un cadre, à dire non, à s'affirmer. Ouais. Mais pour une majorité des orthophonistes que moi je vois, en tout cas que je côtoie, Ouais. c'est une vraie compétence à acquérir. Et comme toute compétence, ben, ça demande, tu vois, comme si tu prenais des cours de tennis, ben, tu as un prof qui t'aide et qui ajuste. Donc moi, Mhm. c'est pour ça que j'ai voulu aller encore plus loin que les contenus que je propose gratuitement en proposant une formation. Et en même temps, les contenus que je propose déjà gratuitement, je sais, apportent beaucoup Mhm. de réflexion. Et je veux rebondir sur cette notion que tu disais, on est en colère contre soi et on est en colère contre le patient. Ouais. Donc, c'est la double peine. Le patient, du Mhm. coup, la relation thérapeutique, tu le disais, bah, du coup, c'est pas bon pour la qualité du soin qu'on prodigue parce que du coup, le patient arrive, on est un peu énervé, Mhm. du coup, on est moins patient peut-être avec l'enfant qui est devant nous, peut-être on est moins pertinent dans les choix thérapeutiques parce qu'on a un peu cette colère, tu vois, qui est un peu Mhm. sous-jacente. Et puis, évidemment, pour nous, si on pense en termes d'effets cumulés, si dans la semaine, je suis en colère 10 fois contre moi, Mhm. et dans le mois, je suis en colère 40 fois contre moi. Et quand je rentre, je suis en colère aussi contre ma mère qui a débordé mon mari, mon enfant, parce que Mhm. tout le monde, en fait, grignote un peu de tous les côtés. Là aussi, c'est le burn-out qui toque à notre porte, en fait. Parce Mhm. que, bah, à force de pas être aligné, c'est-à-dire, l'alignement, ce que j'entends par alignement, c'est mon cœur ressent quelque chose, mon cerveau pense quelque chose qui est connecté à ce que pense ma tête, et en même temps, dans ma bouche, il y a autre chose qui sort.
Donc ça, c'est ça qu'on n'est pas aligné, c'est que genre, là, je me dis que c'est mieux de dire non. Là, je me dis, bah oui, c'est mieux de dire non. Et ma bouche, elle dit, oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et donc ça, c'est ce désalignement entre ces trois entités. Eh bien, au bout c'est pas durable. C'est pas pérenne. On ne peut pas garder une activité saine et sereine et durable d'orthophoniste en fonctionnant comme ça. À un moment donné, ça ne va plus marcher. Donc, c'est prendre soin de nous et prendre soin de la relation et du patient que d'apprendre à poser son cadre, clairement. Définitivement. Super, super. Juste peut-être pour les personnes qui écoutent, comme on parlait aussi, oui, j'accompagne beaucoup d'orthophonistes, j'accompagne aussi d'autres professionnels. Fait que ce genre de formation-là, est-ce que c'est spécifique, je sais que c'est spécifique à l'orthophonie, est-ce que c'est pertinent? Une nutritionniste, une ergothérapeute qui aurait besoin de mettre son cadre, c'est utile aussi? Ah oui, absolument. Bah, alors, Cadre-O a été pensé pour les orthophonistes. Ouais. Et en même temps, on ne parle que très, très peu de pratiques cliniques. On parle de gestion extra-clinique, donc gestion des rendez-vous, gestion des horaires, gestion des paiements. Enfin, on parle de tous ces éléments-là. Et donc, j'ai d'autres professionnels. Alors, je sais plus si c'était... J'ai des orthoptistes qui ont acheté la formation et qui m'ont dit... Je leur ai demandé justement si c'était adapté. Ils m'ont dit... Aucun problème. Donc, comme on parle de manière générale de la posture et de comment poser un cadre avec des patients, ça fonctionnerait différemment peut-être avec une relation commerciale de clientèle. Et toutes les personnes qui fonctionnent avec des patients se nourriraient, en fait, pourraient se nourrir de contenus, quels qu'ils soient, sur la gestion du cadre, même si les contenus sont spécifiquement créés pour les orthos au départ, mais ça pourrait aider tout le monde. Oui, super. Tout à fait. Parfait. Merci pour la précision. Donc, super. Ben, merci Saskia pour cette belle discussion. Donc, moi, je vais mettre les liens. Donc, tu parlais de ton compte Instagram, c'est Extra Ortho. Tout à fait. Fait que c'est là que tu es le plus présente, de ce que moi Tout à fait, oui. Parfait. Extra Ortho, sinon je vais mettre les liens vers ton site web puis tous les outils, formations et tout ça. Puis tu as aussi, c'est ça, tu me disais comme moi j'appelle ça un outil gratuit, c'est un template. Oui, tout à fait. Il y a une formation qui s'appelle la Masterclass Notion LO, où je présente en fait rapidement, ça dure 1 heure, ce que c'est Notion, comment tout est relatif, en quoi Notion pourrait être intéressant pour les orthophonistes, et je donne des petits exemples d'illustrations pour les orthophonistes. Donc c'est une entrée en matière, comme ça celles qui ont envie d'aller expérimenter Notion de leur côté, eh bien, elles ont déjà des premières bases. Et celles qui ont envie de poursuivre avec moi, avec l'ortho-organiseur, eh bien, elles me contactent et elles s'inscrivent à l'ortho-organiseur. Donc, c'est une petite entrée en matière. On pourra mettre effectivement le lien avec grand plaisir. Oui, parfait. Ben, comme ça aussi, les personnes qui connaissent peut-être pas l'outil, parce que, bon, moi, je le connais bien, il y a quand même, j'en parle aussi quand même souvent de mon côté parce que je l'utilise beaucoup. Mais les personnes qui connaissent pas, qui sont moins familières, comme ça permet aussi de voir c'est quoi qu'est-ce que ça a l'air puis comment ça fonctionne. Tout à fait. Très bonne idée. Super. Donc, on met tout ça dans les notes de l'épisode. Un grand merci à toi. Je te souhaite une super belle fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt.